Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de JP contre le Nasdaq, émission dans laquelle on essaye de battre le très performant indice du Nasdaq 100. Aujourd'hui, on va investir 5 000 € dans 3 entreprises américaines, mais d'abord, on va regarder le portefeuille qu'on a construit la dernière fois pour regarder un peu les évolutions. Alors, en l'occurrence, le portefeuille n'a pas plus bougé que ça. Il y a une vraie variation majeure, c'est Nvidia, qui a pris plus de 20% en 3 semaines, ce qui est évidemment une très forte variation, et c'est dû notamment aux résultats d'Nvidia qui ont été au-dessus des attentes et puis globalement très bons. À la base, en fait, je voulais pas parler de ces résultats parce que je pense qu'ils apportent pas de nouvelles informations par rapport à ce qu'on a dit durant les précédentes vidéos, mais par contre, le problème, c'est que en plus des résultats, il y a ce qu'on appelle une conférence call, qui est une espèce de conférence téléphonique dans laquelle notamment le directeur général de l'entreprise répond à des questions d'analystes financiers. Et non seulement cet événement n'a pas été vraiment couvert, je trouve, par des francophones sur internet, et en plus de ça, cette conférence d'Nvidia et les réponses apportées par le CEO Jensen Huang sont absolument invraisemblables. Enfin, c'est des déclarations qui sont assez extraordinaires, et donc je pense qu'il est nécessaire d'en parler, même si ça fait 50 épisodes qu'on parle d'Nvidia, j'ai l'impression, mais c'est pas grave, on va en reparler un petit peu en début d'épisode, notamment d'une question qui a donc été abordée 2 fois durant cette conférence, à savoir, est-ce que Nvidia va connaître un espèce de trou de demande entre son passage de la puce H100 à la puce Blackwell. Ce qui forcément va se traduire en un bond de performance. Vous voyez, la puce Blackwell est très largement plus performante que la puce H100. Et donc, c'est notamment ce qu'avait annoncé Amazon dans un communiqué. Certains analystes avaient peur que les clients attendent la puce Blackwell et ne commandent pas trop la puce H100, l'ancienne puce d'Nvidia. La réponse qu'a fait Jensen Huang est tout simplement inédite. Ce qu'il déclare, c'est que les demandes pour la puce H100, donc l'ancienne puce, ce qui sera assez vite le pire produit proposé par Nvidia sur ce secteur, fait face actuellement à une demande qui est bien supérieure à l'offre et qui devrait rester supérieure à l'offre pour une durée indéterminée. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la déclaration que c'est, mais ça montre qu'Nvidia est dans une situation qui est inédite pour n'importe quelle autre entreprise. Les seuls cas qui sont un peu comparables avec ça, on pourrait parler de Hermès ou de Ferrari, vous savez, qui ont des listes d'attente énormes pour n'importe quel produit ou n'importe quel sac et qui ont eux aussi une demande qui est bien supérieure à l'offre. Mais le problème, c'est que pour ces boîtes-là, c'est une pénurie qui est volontaire, qui est faite exprès. C'est le cas avec beaucoup de marques de luxe, ils créent de la rareté en vendant peu de sacs ou en vendant peu de voitures. Et donc oui, la demande est bien supérieure à l'offre, mais c'est parce que l'offre est très contrôlée et très limitée. La situation d'Nvidia est très différente dans le sens où ils produisent autant qu'ils peuvent. Sincèrement, ils font tout pour augmenter leur capacité de production, mais malgré ça, ils n'arrivent pas à satisfaire la demande sur un produit qui n'est même pas leur produit le plus performant et qui devrait devenir assez rapidement le produit le moins intéressant vendu par Nvidia dans le secteur IA, qui est le secteur qui fait exploser Nvidia actuellement. Et ce qui est en plus sous-entendu par ce commentaire, c'est que même une fois que Blackwell, donc la nouvelle puce sortira, a priori la demande pour H100 pourrait être toujours supérieure à la demande, ce qui est tout simplement inédit. Enfin, c'est comme si l'iPhone 14 était en rupture de stock au moment où l'iPhone 15 sortait, malgré que Apple fasse tout pour produire. Vous voyez, vous vous rendez compte de la situation à laquelle on est? C'est vraiment unique et à la fois ça rassure sur le court terme. Parce que, si ce que Jensen Huang dit est vrai, et normalement il est un peu contraint par la loi de dire la vérité dans ce genre d'événement, donc normalement ça devrait être bon, ça veut dire que les prochains résultats, le court terme d'Nvidia est très positif, et en plus de ça, le long terme et les perspectives long terme de l'entreprise sont également extraordinaires. Voilà, c'est une déclaration qui, je pense, dit beaucoup plus sur la situation de l'entreprise que les résultats ou les chiffres qui, en soi, ne disent pas forcément tant que ça. Un autre point qui a été discuté plutôt au début de la conférence, c'est la question des ventes des puces d'Nvidia à des acteurs internationaux. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais les États-Unis ont mis en place une loi qui restreint fortement la vente de très haute technologie, notamment à la Chine et à d'autres pays ennemis des États-Unis, parce qu'il y a un enjeu vraiment stratégique sur l'IA. Voilà, et les Américains n'ont pas envie que la Chine développe une IA qui soit plus puissante que la leur pour des raisons de sécurité et puis de compétition économique globalement. C'est une loi qui cible très directement Nvidia, qui a d'ailleurs été un des principaux acteurs touchés, avec des ventes vers la Chine qui se sont vraiment effondrées. Bon, ce qui a été compensé évidemment par tout le reste, donc c'est pas très grave, mais les ventes internationales de Nvidia n'ont pas été très bonnes. Ce que disait, je crois, la directrice financière de l'entreprise, mais je suis pas sûr de son poste, mais bon, la personne qui parlait au début de la conférence, je vous mettrai qui c'est à l'écran. Ce qu'elle disait, c'est que Nvidia est en train de créer des produits qui vont s'adapter à ces lois pour essayer de ne pas donner de technologie trop stratégique suivant la loi, mais quand même de donner des produits très performants. Et a priori, ces efforts d'adaptation devraient permettre à l'entreprise de générer cette année, dès 2024, autour de 8-9 milliards d'euros de ventes pour notamment des gouvernements étrangers qui cherchent à s'équiper en infrastructure IA
pour des raisons de souveraineté et de sécurité nationale. Et donc, pour célébrer toute cette bonne nouvelle, eh bien, on va racheter de nouvelles actions d'NVIDIA. Malheureusement, on va les payer avec un prix d'achat de 193 $, ce qui est quasiment 200 $ de plus que le prix auquel on les avait achetés il y a 3 semaines. Bon, c'est dommage, en même temps, j'avais déjà mis 25% du portefeuille, plus de 25% du portefeuille dans NVIDIA, donc j'allais pas mettre 2000% du portefeuille dans NVIDIA non plus. Donc on en rachète. Personnellement, j'ai pas de problème à concentrer pas mal mes positions sur mes convictions fortes. C'est quelque chose que j'ai toujours fait, qui peut être décrié, mais je pense que si vous cherchez à avoir un portefeuille très diversifié, prenez un ETF, parce que avoir 30 positions qui surperforment le Nasdaq, c'est quasiment impossible. Donc voilà, on va être obligé de passer par pas mal de concentration. Et donc, on va également se renforcer sur une autre action qu'on a achetée la dernière fois. En réanalysant le portefeuille que j'avais fait la dernière fois, j'ai été un petit peu déçu de moi-même. Je dois vous l'avouer. J'ai trouvé qu'il y avait un peu de manque de courage dans ce portefeuille, notamment sur un point en particulier qui était le fait d'acheter et du Google, et du Microsoft, et du Amazon, qui sont les 3 providers de cloud principaux. Parce que dans cette situation, que Amazon vole des parts de marché à Google, qui lui-même vole des parts de marché à Microsoft, en fait, quoi qu'il arrive, j'ai les 3 en portefeuille, donc il peut rien se passer de très grave sur le portefeuille, vous voyez. Alors, en tant qu'investisseur, je vous recommande d'avoir les 3 en portefeuille, enfin, il n'y a aucun problème avec ça, c'est sûrement très bien. Mais en tant que personne qui donne son avis sur Internet, je trouvais que c'était un peu lâche de ma part, donc je me suis dit qu'il fallait que j'ai un champion. Une boîte qui, sur les providers de cloud, est vraiment mon action qui m'apparaît comme étant la meilleure. Et pas que je sois dans la situation dans laquelle j'étais, à savoir Google et Amazon, qui étaient à égalité avec quasiment le même nombre d'argent investi. C'est pour ça que j'ai acheté 9 actions Amazon avec un prix d'achat moyen de 174 $. Donc, pour le coup, moins cher que la dernière fois parce qu'Amazon a un peu baissé depuis. C'est pratique, on a fait un peu d'économie là-dessus. Donc, pourquoi Amazon et pas Google et Microsoft? Alors, je précise en introduction que les 3 boîtes sont toujours excellentes. Je pense que c'est dans le top 5 des meilleures boîtes sur le marché financier. Il y a pour moi ces 3-là, donc oui, ne voyez pas d'attaque envers les 2 autres boîtes. Mais le point que j'aime beaucoup sur Amazon, c'est que c'est une entreprise qui est extrêmement cartésienne de manière générale, et en ce qui concerne l'IA notamment, c'est-à-dire qu'ils n'essayent de développer que des produits qui peuvent concrètement leur rapporter de l'argent de manière significative et plutôt rapide, là où Microsoft et Google ont tendance à poursuivre des projets liés à l'IA, même s'ils sont pas très rentables. On en avait parlé dans le dernier épisode, Microsoft et Google ont plein de projets pour les particuliers, la plupart sont pas rentables, mais ils les font quand même parce que je pense que c'est intéressant, c'est pour essayer de développer de nouveaux produits, et ça leur donne d'ailleurs une bonne image au niveau des marchés financiers. Je pense que la plupart du marché voit Microsoft et Google comme plutôt les leaders sur le marché de l'IA, et Amazon un peu derrière, mais le fait est que je pense qu'en termes de revenus liés à l'IA, on pourrait se rendre compte au fur et à mesure des chiffres que Amazon, en fait, en termes de revenus, va être très compétitif par rapport à Microsoft et à Google, si ce n'est même devant peut-être, avec des produits beaucoup plus concentrés sur ce que Amazon sait très bien faire et ce sur quoi ils vont pouvoir gagner de l'argent, à savoir des services aux entreprises, beaucoup, c'est principalement ça, les services IA que propose Amazon. Un seul produit pour les consommateurs, en l'occurrence un produit sur le site d'e-commerce Amazon qui permet d'aider les gens à acheter des produits qui leur correspondent mieux, voilà, donc c'est le seul produit lié aux particuliers, a priori, que fait Amazon. Tout le reste, c'est pour les entreprises. Et mon avis, c'est que cette stratégie IA est relativement peu risquée et peut être rapidement rentable. Donc, moi, ça m'intéresse pas mal cet aspect-là. Donc, j'étais content de renforcer Amazon, ce qui fait une position qui doit être autour de 2500 € maintenant. Donc, la deuxième plus grosse position du portefeuille, c'est-à-dire Nvidia qui est à 4000 $. La troisième entreprise dont on va parler, c'est Reddit, un réseau social américain qui se distingue, par exemple, de Facebook ou Twitter, parce qu'il est centré autour de communautés dans lesquelles vous allez parler d'un sujet précis, genre la Formule 1 ou la course à pied. Et ça permet à ses membres d'échanger comme ça sur la thématique donnée, c'est assez pratique. C'est une entreprise qui a été introduite en bourse récemment et qui, par rapport à la taille du site duquel on parle, puisque c'est dans le top 5 des sites les plus visités aux États-Unis, c'est vraiment une institution dans tous les pays anglophones, eh bien, l'entreprise est valorisée moins de 10 milliards, qui est relativement peu par rapport, encore une fois, à l'ampleur et au nombre de visites mensuelles de l'entreprise. Si l'entreprise est valorisée relativement peu, c'est pour une raison très simple. L'entreprise génère relativement peu d'argent, si ce n'est pas d'argent du tout. En termes de chiffre d'affaires, on est en dessous des 1 milliard d'euros, donc c'est très faible, et en termes de bénéfices, on est en dessous de zéro. Voilà, l'entreprise ne gagne pas d'argent de manière générale, donc évidemment, ça va pas être valorisé très cher. Cependant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense que le business model de Reddit est excessivement intéressant, ce qui me place clairement en porte-à-faux par rapport à toutes les autres personnes qui parlent de la valeur. Donc je vous conseille pas forcément de suivre mon investissement, mais je vais quand même expliquer ce qui m'intéresse dans l'entreprise. En fait, si on regarde comptablement l'entreprise, en réalité, je la trouve extrêmement intéressante parce que le coût de fonctionnement des opérations générales de l'entreprise est excessivement faible. C'est une entreprise qui coûte quasiment rien parce que c'est juste des fichiers texte à héberger. Il n'y a rien de compliqué. C'est pas comme YouTube où il y a des vidéos, c'est un peu plus lourd. Reddit est une plateforme qui est extrêmement économe en termes de coûts, ce qui donne à l'entreprise une marge brute absolument gigantesque, à 88% de marge brute. Donc c'est énorme. Mais alors, vous allez me dire, où passe l'argent s'ils perdent de l'argent?
En fait, c'est une entreprise qui brûle pas mal de cash pour accélérer sa croissance et donc ils dépensent l'équivalent de 60% de leur chiffre d'affaires en recherche et développement, qui est aberrant comme chiffre, qui est littéralement brûlé de l'argent. Ils dépensent énormément en marketing, en administratif, enfin, globalement, ils crament beaucoup d'argent, ce qui est justifiable dans leur situation parce qu'en fait, ils ont pas mal de cash en réserve et qu'ils ont envie de croître le plus vite possible. Voilà, ils brûlent un peu de cash et du coup, ça fausse pas mal les résultats financiers, mais on passe d'une entreprise qui pourrait relativement facilement dégager une marge nette significative à une entreprise qui perd de l'argent, non pas pour des raisons vraiment de business model, mais plus parce qu'il y a une volonté de cramer de l'argent pour accélérer la croissance. Au-delà des revenus nets qui sont très décevants, le chiffre d'affaires est également très décevant. Moins d'1 milliard de revenus, comme on l'a dit, c'est vraiment très faible. Et ça, c'est parce que, au contraire de Facebook, qui sont des prodiges de la monétisation, Reddit sont des quiches de la monétisation. Leur revenu moyen par utilisateur est 10 fois moins élevé que celui de Facebook. C'est-à-dire que quand Facebook arrive à générer 50 ou 60 dollars par client, Reddit font 3 dollars par client, c'est excessivement faible, c'est même entre 4 et 6 fois plus faible que Twitter, donc c'est vraiment exceptionnellement faible, et forcément ça laisse une marge de progression très forte à l'entreprise sur de toute façon tout ce qui est économique, ils peuvent largement s'améliorer, et je sais pas s'ils peuvent tellement faire moins bien, donc c'est ça qui me rassure un peu à ce niveau-là, mais par contre sur ce qui est le plus important pour un site, à savoir le trafic, le nombre de personnes qui vont sur le site chaque jour, etc., je pense que la structure de Reddit est très intelligente. Le fait d'avoir des milliers de sous-communautés qui chacune vont organiquement attirer de nouveaux utilisateurs chaque jour, et bien ça fait que l'écosystème Reddit, fort de ces dizaines de milliers de sous-petites catégories, en tant qu'ensemble, va quasi forcément progresser en termes de nombre d'utilisateurs et de nombre d'utilisateurs actifs chaque jour, et toutes ces statistiques qui sont très importantes pour ce type de business. Ce qui fait que l'entreprise est très forte sur ce point-là, très mauvaise sur tout ce qui est monétisation et rentabilité, mais ça donne horizon 5 ans, par exemple, à l'entreprise, des pistes d'amélioration qui sont nombreuses et relativement facilement accessibles. C'est pour ça que c'est une boîte qui m'intéresse, parce que si les résultats s'améliorent, le cours et la valorisation progressera en même temps, et je vois beaucoup de pistes d'amélioration, comme je l'ai dit. Donc j'ai acheté 30 actions d'entreprise pour un prix d'achat de 54 dollars. C'est une action qui est beaucoup plus risquée que les 4 autres actions que j'ai, donc je vous conseille pas de l'acheter si vous n'êtes pas vraiment intéressé par le business. Je la déconseille, notamment par rapport aux autres actions ou par rapport à des ETF. C'est vraiment un investissement spéculatif sur une entreprise pas rentable. Je vous mets donc le nouvel état du portefeuille qui est tout beau. On a actuellement autour de 11 000 € investis avec une performance qui est pas significative mais qui va plutôt dans la bonne direction. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez envie vous aussi d'investir et que vous pouvez passer par mon lien d'affiliation en description, c'est très aimable de votre part. Merci à tous, à une prochaine fois, bye bye.